Laurent Roland Toninkes, bonjour. Ahmed Arekpa, bonjour, amis téléspectateurs, amis internet, bonjour. Bienvenue. Merci. On va démarrer par un tout premier quotidien, l'événement du jour notamment qui informe du renforcement des liens de coopération entre le Bénin et le Nigeria. Le président Talon en visite d'amitié chez son homologue nigérian. Oui, autre temps, autre mœurs, dit-on. Bien évidemment, on sait qu'avec Boari, ça n'a pas été aussi assez de calme, assez de compréhension. Et d'ailleurs, même avec les situations entre le Bénin et l'homme d'affaires nigérien Dangote, il y avait de part et d'autre des intérêts qui sont laissés en rade. Et donc, quand on voit que le sommet, en tout cas du côté Nigeria, a changé, c'est pour l'intérêt du Bénin, en fait, qu'il faut nécessairement se rapprocher de ce nouveau président. D'ailleurs, qui a un parcours, excusez, atypique comme le nôtre, comme notre président au Bénin. Il est passé des affaires à la politique et devenu chef de l'État. Et donc, les deux hommes ont certainement des langages qui peuvent parler, en tout cas un langage qu'ils peuvent comprendre. Et donc, c'est normal que Patrice Talon essaie de favoriser ce rapprochement parce que plus ou moins, j'estime que oui, il peut mieux s'entendre avec Tinubu que un certain Boiré qui n'était pas un homme d'affaires, qui ne comprend pas le langage des affaires. Donc, en l'état, j'estime fondamentalement que oui, c'est très bien que ces visites, puisqu'on a pu voir, ça fait la troisième fois qu'ils sont déjà rencontrés, c'est pour l'intérêt du peuple des deux nations, notamment du peuple béninois et du peuple nigérien, notamment ceux qui font les affaires de part et d'autre des deux pays. Je crois que c'est une bonne chose. Donc, on va travailler, on va souhaiter, oui, qu'au cours de ces rencontres, chaque fois, que les décisions qui sont prises soient véritablement pour l'intérêt des populations, pas pour l'intérêt des deux hommes. Parce que, oui, c'est vite arrivé que parfois, l'intérêt des chefs d'État veuille primer sur l'intérêt de leurs concitoyens. Et donc, oui, je ne dis pas que c'est tout le temps ça, mais que ces rencontres augurent de bonnes perspectives pour les deux peuples, les peuples béninois et nigériens. Alors, les deux présidents, justement, qui étaient au cœur de l'actualité tout ce week-end, Laurent Roland Toninkes, à part, évidemment, cette rencontre, le président Talon, par exemple, qui, dans le cadre, en tout cas, du sommet qu'il y a eu ce week-end à l'UEMOA CEDEAO, le président Talon qui a dit non à l'adoption des réformes en l'état concernant l'UEMOA. Oui, sur la question, on a pu voir déjà que... Le président Talon, qu'il faut le préciser, était le seul d'ailleurs. Oui, qui était d'ailleurs, avant, il y avait un sommet de l'UEMOA où il s'était opposé à la manière dont les réformes devaient être opérées. Il a estimé qu'il fallait aller en profondeur des tests relis, savoir ce que nous devons faire, ce qu'il faut faire pour arranger la population, plutôt que de prendre des mesures maintenant qui peut-être peuvent laisser à redire montrer leurs limites un peu plus tard. Donc, il revient encore sur la même question, je crois, au cours de ce sommet en Guinée. Et je crois que oui, les chefs d'État de l'UEMOA doivent pouvoir comprendre que ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils veulent faire, ils doivent le faire pour l'intérêt des peuples. Il y a des mesures qui ont été prises par le passé, mais ces mesures, en réalité, dans l'application, on a pu voir qu'il y a des limites. Quand on prend la zone de libre-échange, par exemple, continentale, et quand on dit que tout est facile de circuler. Mais au fond, dans l'application, ce n'est pas ça. Donc, il y a des limites. Donc, il va falloir désormais s'asseoir, mieux réfléchir sur les réformes, les adopter pour savoir que quand on adopte ça, il n'y aura pas quelque chose à redire là-dessus. Et je crois que c'est la meilleure posture qu'on devrait même adopter si on est préoccupé à l'intérêt des populations. Alors, le président Bola Tinubu, qui lui, pour sa part, a été, disons, élu à la tête de la CEDEAO et qui, d'ailleurs, promet déjà une tolérance zéro, si on peut dire la chose ainsi, face au coup d'État sur le continent, le grand quotidien. D'ailleurs, on parle dans sa parution de ce matin, Bola Tinubu s'oppose au coup d'État. Bon. Oui, je crois que Bola Tinubu ne doit pas s'opposer au coup d'État. En fait, je n'encourage pas le coup d'État. Mais en l'État dit qu'on ne s'oppose au coup d'État, je crois que non. Ceux qui font le coup d'État, qu'est-ce qui motive le coup d'État en réalité en Afrique? Quand vous êtes à la tête d'un pays et que vous savez que vous allez demander à faire de façon constitutionnelle et que vous opposez, vous voulez
en tout cas, forcer les choses, violer la Constitution pour présenter pour une troisième fois, souffrez que des gens dans votre pays se lèvent pour faire un coup d'État. Quand vous êtes dans un pays, à la tête d'un pays, et que c'est un clan, avec votre clan, que vous gérez le pays, et que la grande partie, la grande masse est dans la souffrance, souffrez que des gens aient des envies de faire des coups d'État. Donc moi, je pense que Tinubu, en réalité, au lieu de dire qu'il s'oppose au coup d'État, ferait mieux de sensibiliser ses pairs chefs d'État à mieux organiser le pays, à mieux gérer le pays, en termes de gouvernance, bonne gouvernance, mais en même temps aussi de respecter les tests de leur pays. Si Buhari a fait les 2 mandats et lui a laissé la main, c'est qu'en réalité, lui, Tinubu, en réalité aussi, doit travailler à se dire, oui, je fais un mandat, et si le peuple me donne un second mandat, je finis mon second mandat, je pars. Et il s'assoit et dit à ses pairs chefs d'État pour dire, si dans votre pays, la Constitution dit qu'il faut faire un mandat renouvelable une seule fois, et que vous avez la chance d'avoir le second mandat, après le second mandat, déposez le tablier et allez-y, laissez quelqu'un d'autre travailler. Le coup d'État en Guinée, c'est arrivé pourquoi? Parce que Alpha Condé, à un moment donné, n'a pas voulu faire les choses normalement. Et c'est pour ça que les gens ont voulu le dégager et l'ont dégagé. Mais quand vous allez au Mali, par exemple, il y a un problème de gouvernance. C'est pourquoi les gens l'ont dégagé. Quand vous prenez Macky-Christian Kaboré au Burkina Faso, même problème de gouvernance. Et les gens ont décidé à un moment donné de le dégager parce qu'ils estiment qu'il ne se retrouve plus dans sa politique de gestion du pays. Donc, si Ouattara, peut-être, lui, a la chance d'être encore en place, malgré qu'il ait violé aussi la Constitution de son pays pour se retrouver au 3e mandat, et que peut-être il a la protection, ça ne veut pas dire que c'est un laisser-aller, que c'est possible. Donc, Tinubu, en réalité, ne devait pas s'attarder à dire qu'il s'oppose au coup d'État. Ce qu'il ferait mieux, Antoine, ce qu'il aurait pu dire, c'est de dire à ses pairs, respectez les tests de vos pays et gérez bien vos concitoyens. Que votre politique soit dans l'intérêt général de vos populations, de vos concitoyens, plutôt que de servir un camp. Parce qu'aussi longtemps qu'il y aura mal donne, il y a des voix qui vont s'élever. Et des voix peuvent s'élever pour dénoncer la société civile, les partis politiques peuvent s'élever pour dénoncer. Mais les militaires, c'est la grande muette. Eux ne parlent pas beaucoup. À un moment donné, ils vont prendre des armes. Je ne dis pas que j'encourage ça. Mais s'il n'y a pas une action, est-ce qu'il y aura une réaction? C'est parce que des chefs d'État ne veulent pas bien se comporter que parfois il y a la réaction des militaires. Et on ne saurait encourager cela. D'ailleurs, ma prière, c'est que, oui, que les militaires à la tête du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée, à un moment donné, déposent le tablier, en tout cas en organisant des élections transparentes dans leur pays et que d'autres personnes civiles reprennent le pouvoir. Maintenant, si les populations décident de confier le pouvoir aux militaires, c'est les peuples qui choisissent. Mais quand il y a des problèmes dans les pays, quelle est la réaction de la CEDEAO? On a pu voir la situation au Sénégal. Regardez comment est-ce que ça a duré. Mais combien de fois la CEDEAO est montée au créneau pour interpeller Macky Sall? On n'a rien vu. Fort heureusement pour lui, il n'a pas été sauté. S'il avait subi un coup d'État, il a compris. Parce que quand Ousmane Sonko fait une déclaration pour demander aux Sénégalais de descendre dans les rues pour finir le combat et qu'automatiquement il s'empresse de faire une déclaration pour dire qu'il ne se présentera pas pour un 3e mandat, il a compris. Mais il fallait peut-être attendre que les populations aient le délogé pour que la CEDEAO sorte un communiqué pour dire retournez à l'ordre constitutionnel. Donc la CEDEAO aujourd'hui ne doit plus que se contenter de dire nous sommes chefs d'État et puis peut-être nous nous protégeons. Parce qu'appelons à chacha, il y a que c'est un ensemble de chefs d'État qui parfois se protègent. Parce qu'on se dit, mais si on le livre, à qui le tout? Si on le livre, est-ce que demain je ne serai pas livré aussi? Et donc finalement, on n'a pas le courage de s'affirmer, de dire que tel fait mal. Tinubu ferait mieux de se prononcer sur la situation du Sénégal. De dire à Macky Sall, ce que tu fais, arrête-moi ça. En tant que président de la CEDEAO désormais, son discours devait commencer par là. Ok, je suis président de la CEDEAO. Je ne suis pas d'accord pour les CEDEAO, les coups d'État, mais j'estime que vous aussi, chef d'État, mes pères, vous devez bien faire les choses dans vos pays. Autrement, parce que lui-même qui est là. Le Bénin, le Nigeria, par exemple, on connaît bien l'histoire du Nigeria avec les coups d'État. Lui-même qui est là, s'il fait mal, s'il ne s'est pas fait, il peut être délogé à tout moment. On ne le souhaite pas. Donc, moi, je pense que ce n'est pas s'opposer au coup d'État qui est le problème, c'est d'appeler les chefs d'État à mieux s'organiser dans leur pays, à bien faire les choses et à respecter les tests de leur pays, à respecter les libertés fondamentales dans leur pays, à respecter les concitoyens, à protéger les intérêts de leurs concitoyens. C'est par là qu'on a le calme, la paix dans un pays. Autrement, les gens, certains,
après, regardez, il y a un premier coup d'État avec Damiba au Burkina Faso. Après, il y a un troisième larron qui est Ibrahim Traoré, qui est sorti de nulle part également, qui est venu déloger Damiba. Donc, aussi longtemps qu'il y aura mal donné à la tête de notre pays, il se peut qu'il y ait des coups d'État. On n'encourage pas ça. Mais les gens feraient mieux de prévenir ça en s'organisant mieux et en gérant mieux leur pays. D'accord. Disons que le président Bola Tinubu, donc nouveau président de la CEDEAO, se trompe, selon vous, donc il se trompe de combat. Le mieux, c'est d'organiser ses pairs, de parler à ses pairs, chefs d'État, pour dire, écoutez, c'est à vous de vous mieux organiser pour ne pas subir la colère de la Grande Muette. D'accord. On va revenir au Bénin dans un instant, mais pour le moment, restons hors des frontières béninoises, au Gabon notamment. Le Grand Quotidien nous apprend que Ali Bongo annonce sa candidature à un troisième mandat, Laurent Roland-Tonekes. Oui, voilà une autre situation. Voilà, en fait, ça rejoint ce que je disais. C'est un peu en lien. C'est un peu en lien. C'est pas un peu en lien, c'est en lien avec ce que je dis. Oui, même s'il faut préciser que dans le cas d'espèce, la constitution gabonaise ne limite pas le nombre de mandats. Oui, mais ne limite pas le nombre de mandats. Mais en réalité, quand vous avez un problème de santé, Ali Bongo en état aujourd'hui, pour moi, est inapte pour continuer à diriger le Gabon. Il a hérité du pouvoir de son père est décédé. C'est une sorte de monarchie au Gabon. Malheureusement. Ça fait 14 ans qu'il est au pouvoir. Oui, et il a voulu placer son fils Nourdine Ali Bongo. Et il se fait que les gens, quand les voix commencent à s'élever, il y a d'autres personnes qui sont rentrées là-dedans et on a réussi à trouver les dossiers pour les foutre en prison. Et donc, comme Nourdine, on ne peut pas le positionner, il y a cette élite gabonaise qui peut-être continue de protéger Ali Bongo, malgré son état grabataire. Et c'est ça l'image de l'Afrique que nous déplorons en réalité. Il n'est pas le seul intelligent du Gabon quand même. On peut trouver d'autres personnes dans sa famille politique pour continuer à diriger le Gabon. Est-ce que l'image que projette Ali Bongo à la face du monde, est-ce que c'est un honneur pour le Gabon? Est-ce que les Gabonais sont fiers de voir le chef d'État tituber tout le temps avec une canne à main? Alors qu'en réalité, on pourrait trouver un moyen de le remplacer par quelqu'un d'autre du parti gabonais. Donc je pense que dans une certaine mesure, c'est sur cette situation-là que nous déplorons en réalité. Même s'il n'y a pas de limitation de mandat, quand même, trouvons les moyens de faire les choses autrement. Parce que tel que ça se passe, tel que ça se fait, ce n'est pas du tout bon pour l'image de nos pays africains. Il faut que nous puissions nous asseoir pour réfléchir, pour dire qu'est-ce que nous faisons. Écoutez, on dit que l'Afrique, les Européens, les Américains ont passé le temps peut-être à traiter l'Afrique du continent des calamités et du continent des gens qui ne sont pas réfléchis, qui ne réfléchissent pas, qui ne sont pas intelligents dans une certaine mesure. Et donc, quand on continue de poser des actes en ce sens pour montrer que ceux qui disent ils ont raison sur nous, c'est une honte pour l'Afrique. Moi, je suis perdu de voir Ali Bongo, dans ces conditions, aller dire qu'il sera encore candidat. Alors qu'il ferait mieux peut-être de chercher un dauphin dans sa famille politique pour dire « venez prendre ». Mais je comprends aussi, parce que depuis des années, c'est un lobby qui contrôle les intérêts du Ghana et qui contrôle le Gabon. C'est un lobby, que ce soit le lobby spirituel ou le lobby financier ou le lobby pétrolier, dans une certaine mesure. Et donc, ces lobbies, peut-être peu ou prou, ont intérêt à ce que Ali Bongo continue pas là, à être là, pour assurer la continuité de Omar Bongo Ondimba. En fait, c'est la continuité de Omar Bongo Ondimba, dans une certaine mesure. Et je crois que son parti, c'est au sein de son parti qu'on devait commencer par voir la fondre. Les leaders, les élites, les cadres de son parti doivent pouvoir dire, bon, écoutez, arrêtons ça maintenant et allons organiser les choses autrement, changeons d'image. Même si Nourdine, ils veulent que Nourdine, Ali Bongo vienne au pouvoir, ils peuvent s'organiser autrement, en faisant en sorte qu'il y ait une transition avec quelqu'un d'autre du parti, dans une certaine mesure au moins, pour changer l'image. Sinon, moi, je continue de dire, l'image que présente le Gabon avec Ali Bongo, aujourd'hui, n'honore pas l'Afrique et n'honore pas son pays. D'accord, on va revenir au Bénin, mais continuer de parler de succession. Laurent Roland-Tonekes, Dynamisme Info, succession de talons. Après les réactions de Wadagne et de Bokor, qui peut maintenant oser lever le petit doigt à la mouvance? Est-ce qu'il y a eu réaction de Bokor? Pour moi, il n'y a pas eu de réaction d'Olivier Bokor. J'ai vu une réaction de Romuald Wadagne, que j'ai lu d'ailleurs ici, sur sa page Facebook. Mais je n'ai pas lu de réaction d'Olivier Bokor. Je ne sais pas de quoi parle Dynamisme Info ce matin. Si c'est ce que Bayros a dit que Dynamisme Info prend comme réaction d'Olivier Bokor, il dit non, attention. Il y a 1000 manières
de réagir, d'accord? Mais réagir par personne interposée, je ne prends pas ça. Je veux la réaction de l'individu même. Je veux une note circulaire, un communiqué de l'intéressé même pour dire « Je suis contre les situations des candidats, je ne suis pas prêt pour ça, arrêtez ça. » Un communiqué. S'il n'a pas de page Facebook sur laquelle on peut avoir son message, un communiqué de lui ferait bien, il ferait le job. Mais on n'a pas de communiqué de lui. C'est Malekhossou qui est venu me dire qu'il a dit à certains gens d'arrêter ça, je n'aime pas ça. Ok. Dans quelles conditions est-ce que Malekhossou est allé voir Olivier Bokor? Est-ce que c'est parce que les gens suscitent candidature que lui-même est allé le voir pour lui demander peut-être de lui donner les moyens? Je le dis comme ça, pour qu'il suscite sa candidature. Mais puisque sachant que les suscitations de candidature ces derniers temps ne sont pas financées, je dis en griffe, hein, puisque pour le peu que je connais, pour ceux qui suscitent la candidature, là, les moyens ne viennent pas de Olivier Bokor lui-même. Okay. Et donc, pour peut-être lui dire, écoutez, je n'ai pas de moyens à te donner, écoutez, il lui dit carrément, je n'aime pas ce qu'ils font, parce que peut-être que l'autre aussi allait négocier pour faire aussi son job, pour dire oui, que c'est Olivier Bokor, le merci qu'il faut annoncer pour 2026. Et le monsieur, pour ne pas lui donner les moyens peut-être, lui dit non, arrêtez ça, moi je ne suis pas encore dans ça. Parce qu'il y a des proches d'Olivier Bokor qui financent ce qu'on voit là. Il y a des proches qui le font. Il y a des gens qui ont bénéficié des grâces d'Olivier Bokor, qui aujourd'hui se lèvent et suscitent, envoient d'autres jeunes en mission pour le faire. Après, c'est pour peut-être envoyer un texto à l'intéressé pour dire, tu as vu les jeunes qui ont fait déclaration à Parakou là, c'est moi, hein. Les jeunes qui ont fait déclaration à Djong là, c'est moi, hein. Il y a ça. Donc, toute personne, je sais que toutes ces personnes qui ont tenté de rencontrer l'intéressé de ces derniers temps pour parler de situation de candidature n'ont pas reçu un copec. Et c'est peut-être le moyen la manière à l'homme de leur dire, je n'ai pas de moyens à vous donner et je ne suis pas dans ça. Si vous voulez faire, allez le faire gratuitement. Donc, dans quelle posture Malekhossou allait voir? Il allait voir Olivier Bokor, pourquoi? Est-ce que ce n'est pas parce que lui-même, il allait voir Olivier Bokor pour dire, bon, Olivier Bokor, j'apprends que les gens font ça. Moi-même, je vais faire des déclarations pour toi. Hein. Je vais pour dire que tu sois candidat. Okay. Et le monsieur, comme il n'est pas prêt à sortir l'argent, il lui dit, mais écoutez, arrêtez-moi ça, il faut dire à tes gens d'arrêter. Parce que c'est aussi une stratégie politique. Donc, vous estimez que Olivier Bokor n'a pas encore, en tout cas, fait de sortie officielle pour décourager ce genre d'initiative quant à... Voilà, Wadaï a écrit sa candidature pour 2026, ce qui n'est pas le cas. Donc pour Wadaï a écrit un message. Wadaï a écrit un message noir sur blanc sur sa page Facebook pour dire qu'il n'est pas candidat. D'accord? Si Olivier Bokor n'a pas de page Facebook là, qu'il nous sorte un communiqué signé et qu'on se dise que c'est Bokor qui a envoyé ce communiqué là. Seulement parce que quelqu'un allait voir Bokor peut-être pour négocier ou bien négocier quelque chose pour ses intérêts et que le monsieur, ne voulant pas peut-être lui a servi une réponse, qui va mettre ça sur la place publique pour dire que tel a dit ici qui n'est pas candidat. On connaît un peu la stratégie. Donc il n'y a pas péril à la demeure. Pour moi, Bokor, d'ailleurs même ce week-end, les gens ont fait encore des sollicitations de candidature. Bien sûr. Les gens ont encore fait. La presse en parle d'ailleurs ce matin. Oui, les gens ont encore fait. Donc ce n'est pas, Bokor n'a pas encore dit, pour moi officiellement, non, hein, qu'il sorte un communiqué. Quand on va lui montrer un communiqué signé de Olivier Bokor pour dire qu'il dit dans son communiqué expressément, je vais lire d'ailleurs le communiqué, puis comme j'ai lu le message de Wada ici, pour dire que Bokor n'est pas candidat, il a refusé. D'accord. Le Béninois libéré nous intéresse à présent. Laurent Roland Tononiquès, on parle toujours politique, popularité à proprement parler, avec le Béninois libéré, ABT après Talon, le mari des femmes du Bénin. 99 mouvements des femmes dynamiques rejoignent le BR. Les mouvements ont toujours rejoint les partis politiques. Au fond, sur le terrain, en période d'élection, on ne voit pas souvent les résultats. Donc tout ça là, c'est des effets d'annonce, de communication pour montrer que le parti est dynamique et le parti fonctionne. Et d'ailleurs, même que, comme ces derniers temps, on a annoncé une probable fusion entre l'UPR, le Renouveau et le Bloc républicain, il faut que les gens continuent. Les gens commencent par susciter des adhésions de mouvements pour montrer que, en fait, le parti est dynamique, qu'on a peut-être tort de les vouloir se fondre dans telle ou telle formation politique. Tout ça, c'est des stratégies politiques. Et quand vous parlez comment vous appelez 49 mouvements de femmes, là, c'est combien de femmes constituent ces 49 mouvements? Si vous prenez 10 femmes par mouvement, peut-être, parce que le plus souvent, c'est des copines qui se rassemblent, qui créent leur mouvement, et puis après, font une déclaration et vont appeler les femmes des quartiers, remplir les salles, sans aucun registre, aucun répertoire de militants. Et donc, si je prends peut-être les bureaux de ces mouvements, 10 personnes par mouvement, fois 99, ça va être combien?
990 femmes. Donc, tout ça, c'est les effets de l'annonce. Pour moi, c'est les effets de communication. Si réellement les 49 mouvements ont rejoint et que ces 49 mouvements sont ont assez de membres, on sentira ça en 2026. Si, entre-temps, le parti continue à exister et va aux élections avec un candidat, j'estime que les gens feraient mieux d'aller sur le terrain plutôt que de nous faire ces annonces les matins à la une des journaux. Moi, en tout cas, le monde politique ne m'est plus étranger. J'ai appris à les connaître et je comprends que, oui, parfois, il faut trouver le moyen pour résister. Donc, Abété n'est pas le papa, le mari, pardon, des femmes, comme le prétend le Béninois libéré ce matin. Mari peut-être temporaire pour quelques femmes qui ont semblé créer des mouvements, qui sont venues dire qu'elles sont présidentes du mouvement, membres du mouvement et qu'elles ont, mari temporaire. Oui. Peut-être que d'ici 2025, les intérêts vont changer. En fait, le plus souvent, vous allez voir les leaders, les têtes de pont aller dans le parti. Et puis après, il y a un groupe qui se désolidarise et qui notamment va voir d'autres formations pour négocier. Donc tout ça, c'est des effets de communication. En tout cas, toujours est-il qu'il y en a un autre qui demeure, le mari des femmes, jugé par le succès que connaît, disons, le microcrédit à l'AFIA au Bénin, donc Patrice Talon. La mayonnaise prend, les bénéficiaires jubilent, selon l'événement du jour, Laurent. Il fallait que la mayonnaise prenne. Parce que les femmes étaient habituées au crédit sous Boniaï, même si on n'était pas d'accord pour autant de la manière dont ça avait été géré peu ou prou, c'est que ça permettait à certaines femmes d'initier des activités génératives de revenus et de ne pas tendre tout le temps la main aux hommes. Vous savez, la non-autonomisation de la femme contribue aussi un tant soit peu aux violences faites basées sur les gens. Parce qu'il y a des hommes qui ne supportent peut-être pas tout le temps que la femme leur tende la main dans une certaine mesure. Et ça amène parfois des crises dans le ménage. Mais quand la femme a le minimum pour peut-être prendre soin de ses enfants et faire des activités et aller acheter du sel, parce que parfois les hommes supportent mal que la femme leur demande d'acheter du piment, 5 francs, 50 francs pour acheter du piment, du sel, tout ça là. Et donc la femme qui fait une activité, qui tient à son foyer, qu'elle a une activité, elle a un bénéfice, elle n'a pas de gêne à investir dans le foyer, à prendre en charge ses enfants. Donc, dans une certaine mesure, cela a manqué pendant un moment. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de femmes dénonçaient peut-être pour la gouvernance de Patrice Talon. Et donc, si aujourd'hui le microcrédit à l'AFIA, avec le nombre de femmes impactées, le nombre augmente, c'est une bonne chose. Le hautement social décrété ou annoncé est toujours en marche. Et je crois qu'il faut revoir la carrière des hommes. Parce que compte tenu du coût de la vie aujourd'hui, compte tenu de certaines exigences au plan mondial, des difficultés macroéconomiques, je crois qu'il faille réfléchir à la possibilité d'augmenter la carrière pour les femmes. D'accord. Revenons à la une du quotidien Dynamisme Info, Laurent Roland-Antonin, qui est 5 ans d'emprisonnement contre le conseiller communal de Tori, Serge Akpoti, la Crayette, dans un verdict pour décourager l'arnaque dans le rang d'élu. Oui, fort malheureusement pour ce conseiller, j'étais quelque part à Tori hier, où j'ai eu la bonne version de l'affaire, et je crois que c'est assez triste. Et d'ailleurs, tu interpelles aujourd'hui tout ce matin, tous les hommes, en fait, à faire attention. Parce que ce conseiller a pu faire avec un de ses anciens chefs, je dirais, avec qui il a travaillé, c'est assez triste. Comment travailler avec quelqu'un et piéger cette personne avec une femme, avec qui tu as aussi des liens, et tu devances les messieurs, tu te mets quelque part dans une salle, tu filmes tout, et tu demandes aux gens de te donner de l'argent, et la femme étant complice, le monsieur te donne de l'argent cash d'abord, après tu lui dis de te faire signer une décharge pour te donner une forte somme. Le monsieur parce que le monsieur n'a pas payé, tu menaces maintenant de livrer la vidéo de son débat sexuel avec la femme qui est ta complice sur les réseaux sociaux pour salir son image. Le monsieur étant d'une notoriété donnée, était assez perturbé au point où il a saisi certains de ses amis qui lui ont dit « Attention, il t'a eu en prenant les quelques millions pour toi la première fois. » Mais puisque le monsieur, le premier jour, a dû vider sa poche, les millions qu'il avait sur lui, il a tout donné. Et après, il a fait une décharge. Et donc, fort malheureusement, pour ce conseiller, et puis heureusement pour l'autre,
quelqu'un l'a conseillé, il a dû saisir les forces de l'ordre et puis on a arrêté le conseil. Heureusement pour lui. Vous imaginez un peu ça. Donc, affaire de femmes aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et aujourd'hui, avec les smartphones aujourd'hui, les gens doivent faire très attention. Très attention parce que le premier coup dur peut venir de vos amis proches, et très proches d'ailleurs. Parce que quelqu'un qui a travaillé avec vous, qui connaît, qui sait que vous sortez avec telle femme et qui sort avec la femme, l'autre femme aussi, qui sort en même temps avec la femme, et qui utilise la femme contre vous, et qui vous soutient chaque fois de l'argent. Et ils sont devenus en fait complices au point où tout le temps, la dame doit faire des chantages au monsieur pour lui prendre de l'argent. Je crois que de ces cas, les gens doivent pouvoir raconter de ces situations pour que beaucoup de personnes puissent prendre de la graine, pour comprendre qu'ils doivent faire attention avec leur vie. Parce qu'on parle d'emprisonnement, 5 ans, mais on ne raconte pas l'histoire réellement. Si les gens ne savent pas réellement de quoi il s'agit de sextorsion. Voilà, sextorsion, mais dans quelles conditions, comment ça a été fait. C'est des choses qu'il faut raconter aux populations et qu'il faut raconter aussi à ces personnes qui sont peut-être des gros bonnets, mais qui sont peut-être attirés vers la femme et qui, malheureusement, peuvent être piégés par les femmes à tout moment. Devrait-il être attiré par les hommes? Non, c'est-à-dire quand il dit attiré par les femmes... Ne répondez pas. Oui, non, c'est une manière pour de dire qui aime se faire plaisir avec les femmes tout le temps, alors qu'en réalité, il y a des risques. Alors, Laurent Roland Toningues, Bâtins libre à présent nous intéresse. Togouin, zone 4, portion de 20 hectares dégelés et regelés, environ 215 propriétaires crient au secours. Oui, j'ai pu lire il y a quelques semaines aussi des vidéos concernant les citoyens qui sont dans cette situation. Je crois que l'État a besoin d'espace pour faire des infrastructures de développement socio-communautaire, je suis d'accord. Mais en amont, qu'est-ce que nous faisons de ces concitoyens? À quel prix est-ce que nous les exproprions en réalité? Et d'ailleurs, même quand on les exproprie, et qu'on veut les dédommager, quel est le taux? En quoi est-ce que ça garantit aussi une certaine quiétude, une certaine compensation réelle de ce qu'ils ont investi? Oui, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'avec le régime en place, à chaque fois qu'il y a expropriation, il y a relogement et dédommagement. Oui, mais je dis à quel prix? Ce n'est pas relogement, dédommagement le problème. Ce qui n'a pas été le cas sous le régime défunt, par exemple. Ces mêmes populations, justement, avaient été déguerpies contre 0 franc. Contre 0 franc. Vous parlez de quel exemple d'un régime défunt? On parle de l'exemple, justement, sous le régime de Boniaï, avec les mêmes populations de Rolakodi, qui, à un moment donné, ont été délogées sans copec. Les populations délogées, ce n'était pas sous Boniaï, bien évidemment. C'est au début du mandat de Patrice Talon que les populations étaient délogées à Rolakodi. Bien avant. Non. Moi, j'ai été sur le terrain. J'ai fait ce reportage. Les populations délogées à Rolakodi étaient bel et bien sous Boniaï, sous Patrice Talon, pardon. D'ailleurs, je suis venu à Eden TV. D'ailleurs, attendez. Il va falloir questionner l'histoire. Je suis venu à Eden TV en 2016. Je suis allé, avant 2016, je n'étais pas dans une maison de télévision. D'accord? Ce reportage de Rolakodi, je suis allé le faire. J'étais à Eden TV. C'est après Patrice Talon, l'avènement de Patrice Talon en avril 2016, je suis venu à Eden TV en septembre 2016. Donc, la situation de Rolakodi date de Patrice Talon. On va questionner l'histoire. Non, mais je vous dis ce qui est. C'est sous Patrice Talon que les gens ont été délogés à Rolakodi. Je suis allé faire le reportage. D'ailleurs, j'ai pris une dame, d'ailleurs, qui était en pleurs avec un enfant. Et je crois qu'on doit rechercher des images. Ça, c'est pour vous situer dans l'histoire. Maintenant, c'est vrai que sous Boniaï, peut-être qu'il peut y avoir des cas de il y en a eu, en tout cas. De non-dédommagement. Mais j'estime que ça ne devait pas... C'est même parce que les autres n'ont pas dédommagé qu'aujourd'hui, quand on veut dédommager, on va dédommager à vil prix parce que les autres n'ont pas fait, on fait l'effort. Non, j'estime que quelqu'un qui a investi des millions pour acheter une parcelle à Togouin, si on doit le dédommager, on ne va pas le dédommager en deçà de ce qu'il a investi au point de le ruiner. C'est ce que je veux dire. Pour dire, oui, il y a des gens qui ont été dédommagés, mais tous n'ont pas été dédommagés, mais que le gouvernement réfléchisse sur la question avec le coût de la vie aujourd'hui. C'est-à-dire, là où vous pouvez trouver des parcelles à 400 000, 500 000 à Gojibé hier, aujourd'hui, vous ne pouvez pas en trouver. C'est à partir de 2 millions, 3 millions, 4 millions. Donc, cela suppose que quoi? Celui que vous expropriez et que vous lui donnez les moyens d'aller s'installer, là où il va s'installer, la parcelle n'est plus moins chère peut-être comme avant.
Donc c'est autant de dépenses qu'il faut faire. Le coût du ciment, le coût du sable lagunaire, le coût du fer à béton, un certain nombre de choses qu'il faut mettre dans la balance. Donc c'est ce que je voulais dire. D'accord, Laurent, on va poursuivre avec un autre fait d'actualité qui a, disons, marqué le week-end écoulé, celui rattaché aux résultats du BEPC, brevet d'études du premier cycle, Laurent Roland-Tononiquet, 69,21% pour le taux donc, de réussite au plan national, un record depuis 4 ans. Oui, un record. Les enfants, bon, il n'y a plus de règles, de grève, pardon, il n'y a plus de tension dans l'enseignement. Peu ou prou, les enseignants étaient en classe, surtout dans le public, pour encadrer les enfants. J'ai pu voir les résultats de certains collèges du Koufou hier où un collège était à 91,67% de taux d'admissibilité. Cela suppose que oui, un travail se fait. Et il va falloir davantage conscientiser les enseignants du public. Parce que, vous voyez, il y a de ces enseignants qui sont dans le public qui en même temps servent dans le privé. Et quand vous regardez les résultats dans le privé avec les enfants qui sont encadrés par les mêmes enseignants, c'est des résultats nettement meilleurs que les enfants encadrés dans le public. Il y a un problème à ce niveau. Donc, il faut revoir l'encadrement. Il faut revoir le mode comment vous appelez, d'organisation dans les classes, dans le public, dans une certaine mesure, que les enseignants se voient davantage. D'ailleurs, même, je pense sincèrement que l'État ferait mieux de mettre en place une politique de reconnaissance des enseignants les plus méritants du public. C'est-à-dire quoi? Quand un enfant du public arrive à avoir 20 en mathématiques au bac, on doit pouvoir célébrer son professeur de mathématiques. Quand un enfant arrive à avoir 20 en SVT, en anglais ou en histoire géo, c'est qu'on doit pouvoir célébrer. Chaque année, l'année de célébration, on doit célébrer cet enseignant. Et ce n'est pas célébration avec attestation. On peut le célébrer en lui donnant une parcelle, par exemple. On peut le célébrer en lui donnant une villa, par exemple. Vous allez voir que quand on va commencer ça, beaucoup d'enseignants du public vont prendre leur travail au sérieux et mieux encadrer les enfants. Donc, je crois que c'est une sorte de motivation qu'on peut instaurer et ça va permettre à ce que les enseignants puissent mieux se concentrer. Vous savez, beaucoup, aujourd'hui, il faut le dire, avec la suspension des grèves dans une certaine mesure, beaucoup de parents ont bien envie d'envoyer les enfants dans le public. D'ailleurs, qu'ils le font. Bien sûr. Mais si nous étions des collèges peut-être loin de moi, j'aurais peut-être tenté d'envoyer un de mes enfants. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a une assiduité, au moins dans la dispensation des cours. Mais dans l'organisation et le suivi, est-ce que ça accompagne la volonté et les aspirations du gouvernement? Et c'est par les actions de mérite, de reconnaissance et de motivation qu'on peut avoir de meilleurs résultats pour l'avenir. D'accord. Dynamisme Info se désole tout de même de ce que l'Atlantique soit la surprise désagréable malgré ce taux record depuis 4 ans. Oui, bon, je me pose la question de savoir quels sont les facteurs qui pouvaient occasionner ça. C'est vrai que dans nos villes, les enfants, malheureusement, je dis, sont orientés vers tout ce que nous appelons smartphone, un certain nombre de choses, avec tout ce qui accompagne, avec les sorties, le mimétisme entre les enfants, malheureusement aussi, c'est-à-dire que quand tel enfant vient raconter telle histoire de tel acteur sur tel film, sur Netflix, je dis n'importe quoi, et puis bien, il vient raconter les prouesses de tel, vient raconter les histoires de tel artiste qui a chanté tant, et ces enfants sont tout le temps scotchés sur le smartphone, sur YouTube et autres, dans une certaine mesure, les résultats ne peuvent qu'être ce qu'on est en train de voir. Donc il va falloir que chaque parent, tous les parents au niveau de l'Atlantique du littoral, se réorganisent dans leur maison pour voir. D'ailleurs, même quand vous prenez les enfants D'abord, il y a beaucoup d'écoles privées dans le département de l'Atlantique du littoral, bien évidemment, mais il se fait que ces enfants, la grande partie... Moi, j'ai un enfant qui est dans une école publique, mais je constate que souvent, elle est orientée vers les smartphones parce que certains de ses camarades amènent les smartphones même en classe parfois, à l'insu des enseignants, à l'insu des responsables de l'établissement. Donc, il a fallu que j'interpelle à un moment donné pour qu'ils comprennent que... Parce que je voyais certains comportements chez elle, j'ai cherché à comprendre. Je me suis rendu compte que oui, elle a ses amis qui amènent des smartphones. Et elle avait envie de faire ça. Et chaque fois qu'elle a l'occasion, que quelqu'un lui demande quel cadeau tu veux, elle demande faire que demander un smartphone, un iPhone ou bien une tablette. Donc, il y a ça. Les enfants n'ont plus la tête sur l'essentiel.
c'est la distraction qui prend le dessus, malheureusement. Donc, il faut corser le mot de contrôle de surveillance et maintenant être davantage présent pour faire le suivi soi-même. Même si on a des répétiteurs qui les encadrent, il faut faire le suivi soi-même. Demander à regarder les feuilles au jour le jour, prendre note des feuilles au jour le jour et mettre la pression. On finit par les 4 vérités, Laurent. Bénin, des cambrioleurs volent des objets sacrés dans une église. Mais c'est pas nouveau. Si les gens ont été capables par le passé d'aller voler des objets sacrés dans des musées, dans des couvents, pour les vendre, ce n'est pas à l'église qu'ils auront peur d'aller. Les gens sont allés dans des couvents voler des choses sacrées, des objets sacrés, dans les couvents et dans les musées, et pour les vendre, non. Et ils n'ont pas eu peur. Pourtant, on sait que là-bas, ça paye cash. Oui. Mais à l'église, ils savent qu'il y a le pardon. Parce que Dieu est miséricordieux, Dieu est amour et pardon. Donc, dans une certaine... Comptant là-dessus. Comptant sur ça, en réalité, on ne devait pas arrêter un voleur à l'église et le tabasser et le brûler. Non? Puisque si on se base sur le pardon accordé par Jésus pour nos péchés, accordé par Dieu pour nos péchés à travers Jésus-Christ, la crucifixion de Jésus sur la croix, c'est que quand vous arrêtez un voleur à l'église, vous ne devez pas le tabasser, vous ne devez pas le brûler. Bien au contraire, il faut tout au moins aller le confier aux forces de l'ordre. Oui, même en réalité, si on devait... l'absout tout simplement, et donc en réalité, pardonner son acte. En réalité, on devait faire même les choses normalement. Oui. À l'église, on ne doit même pas confier un voleur au commissariat. Oui, sauf que l'église est dans un état qui est régi par des lois. Je ne parle pas de l'état, je dis les responsables de l'église. Si on doit... Moi, je suis dans une église quand même, non? Oui. Je suis croyant. Mais je dis que dans une station, on doit même faire les choses normalement. On ne doit même pas confier un voleur au commissariat. On le fait asseoir, on le moralise, on lui parle de Dieu pour lui demander de se repentir. Vous savez mieux que moi que c'est de l'utopie, tout ça. Non, c'est ce que je dis en réalité. Les hommes, dans les églises, les gens ne vont pas faire ça. Bien sûr. Je dis, c'est ce qu'on devait faire en réalité. Si on doit suivre le pardon de Jésus-Christ, on le fait asseoir, on lui prend ce qu'il a volé, on le moralise, on lui parle de Jésus. On essaie de le reconvertir. De le reconvertir en réalité. Bon, maintenant, c'est peut-être pour ça que les voleurs n'ont pas de gêne à aller voler les objets sacrés dans les églises. Mais si, c'est ce que moi je suis tenté de dire, c'est mais s'ils continuent, ils risquent de tomber sur soit des pasteurs ou des prêtres qui ne laissent pas passer. Et là, ça peut payer cash. En tout cas, merci à vous, Laurent Roland Tononiquet.